Ma parole. Le podcast d'entretien d'Outre-mer La Première, présenté par Cécile Baquet. Bonjour Simone Schwarzbart. Bonjour Cécile Baquet, comment ça va? Ça va bien. Vous êtes romancière guadeloupéenne, vous avez signé en 1972 un roman qui a connu beaucoup de succès, intitulé Pluie et vent sur Télumé Miracle. En 1959, vous avez rencontré l'homme de votre vie, André Schwarzbart, prix Goncourt en 1959 pour Le Dernier des Justes, un roman sur l'histoire et le destin du peuple juif. Tous les deux, vous vous êtes plongés dans l'histoire de l'esclavage, vous avez écrit à 4 mains un plat de porc aux bananes vertes, ainsi qu'une encyclopédie sur la femme noire. André Schwarzbart est décédé en 2006 et depuis vous ne cessez de lui rendre hommage. En 2019, vous avez signé avec Yann Plougastel un très beau récit sur votre rencontre et votre vie avec André Schwarzbart intitulé « Nous n'avons pas vu passer les jours ». Simone Schwarzbart, vous êtes née en 1938 à Saintes, en Charente-Maritime. Rien à voir avec les Saintes en Guadeloupe. Comment se fait-il que vous soyez née justement à cet endroit ? Oui, ça fait partie des temps sur lesquels on n'a absolument pas de prise. Je dirais même que ce sont des temps perdus. Mais en fait, peut-être pas, puisque je suis là. Mon père était militaire et ma mère l'a suivi à Saintes. C'était sa garnison à l'époque. Et quand la guerre a éclaté très vite, j'avais 3 mois. Et donc, mon père a conseillé à ma mère de repartir en Guadeloupe et il est resté pour faire la guerre que l'on connaît, hein, voilà. Donc c'est ainsi que je me suis retrouvée à Saintes pour 3 mois de ma vie première, mais ensuite très vite je suis revenue en Guadeloupe et je pense que l'air m'a été très profitable là-bas. Vous avez donc grandi en Guadeloupe, d'abord toute seule, avec votre mère Alice Brumand, qui était institutrice. Est-ce qu'elle était sévère avec vous, votre mère institutrice ? Très sévère. Elle était avec moi plus sévère qu'avec tous les autres enfants. Elle voulait que mon père, lors de son retour de la guerre, trouve une petite fille bien élevée, une petite fille qui a une éducation, qui aurait également une formation d'écriture, de lecture, un petit peu une petite enfant savante, quoi. Mais en fait, elle s'occupait de moi, oui, mais en même temps, c'était formidable parce qu'elle avait une véritable vocation d'institutrice à l'ancienne et elle s'occupait énormément des enfants déshérités qui arrivaient pour la première fois à l'école très tardivement et qui devaient donc avoir des cours supplémentaires qu'elle leur distribuait avec passion et ainsi j'échappais à sa surveillance et j'allais avec les autres enfants puisque j'étais enfant unique, je n'avais pas de frères et sœurs et c'était tous les enfants de l'école qui étaient mes frères et sœurs en fait, oui. Pendant la Seconde Guerre mondiale, votre père a combattu au sein de l'armée du général Leclerc, il a été au Tchad, il a participé à la libération de Paris. Comment votre mère vivait toute cette épopée vue de Guadeloupe ? Est-ce qu'elle vous en a fait le récit ? Absolument pas. Ma mère s'est contentée, en fait, de récits, de pleurer, j'ai toujours connu ma mère pleurant chaque jour de sa vie, attendant les lettres de mon père, parce que c'était très difficile. Comment me ferait-elle un récit qu'elle-même ignorait, puisque les nouvelles n'arrivaient pas, les bateaux ne pouvaient pas accoster, et nous n'avions pas de nouvelles. On pensait même que mon père était mort. Donc voilà, on était complètement dans une grande tristesse, une grande désolation et en même temps dans une attente miraculeuse, en se fiant à la bonté divine, je dirais. Ma mère attendait le retour de mon père, mais en même temps, elle se préparait à ce qu'on lui annonce sa disparition. Donc voilà un petit peu comment ça se passait pour nous. Hein. Est-ce que vous vous souvenez des retrouvailles avec ce père qui avait
combattu dans la résistance? Oh oui, bien sûr, c'est une chose très présente pour moi parce que ma mère me disait toujours que elle était sévère avec moi, mais que mon père était quelqu'un qui adorait les enfants et qui était incapable de sévérité. Or, le souvenir premier que j'en ai gardé, c'est un jour que je chantais en créole une chanson avec ma grand-mère, qui était elle-même une femme qui ne savait pas lire et écrire, qui était analphabète, mais une grande savante en bien d'autres choses. Donc je chantais avec ma grand-mère une très belle chanson créole, et quand mon père m'a entendu parler créole, il m'a sévèrement reprise et il m'a demandé de ne pas chanter en créole. Et ça m'a beaucoup marqué parce que je ne voyais pas le pourquoi de cet interdit. Je ne comprenais pas. C'était avec sa mère que je chantais en créole. Donc, il y a quelque chose qui s'était passé pendant la période de guerre qu'il avait dû affronter et qu'il avait rendu un peu différent de l'image que ma mère en avait gardée. Donc ces retrouvailles, elles n'étaient pas si joyeuses que ça? Pas si joyeuse que cela, mais en même temps, je ne peux pas dire cela, parce que c'était un homme qui avait une gaieté chevillée au corps, qui chantait tous les jours. Vous savez, les choses ne sont pas tranchées dans la vie. Et voilà, j'ai peu à peu fait connaissance avec mon père. J'ai accepté ses réprimandes en me disant que ça n'allait pas m'empêcher de parler créole du tout, que j'avais tout le loisir de le faire derrière son dos, et je ne m'en privais pas, et je m'accommodais de cela. Voilà. Où est-ce que vous habitiez pendant toute cette enfance en Guadeloupe? En Guadeloupe, nous habitions le village de Trois-Rivières, le hameau de Chelcher. Donc, c'était un hameau complètement perdu, avec une route un peu pavée. Le facteur était à cheval. Il n'y avait pas de voiture. Il y avait une voiture une fois par semaine. Une vraie voiture de service, on s'en passait très bien. C'était une autre vie, le temps avait un autre rythme, les choses étaient rares, tout était rare. Nous étions dans la rareté et tout ce qui est rare est précieux. Boire de l'eau avec un glaçon, c'était quand même une fête. Avoir un peu d'huile sur sa nourriture, c'était une fête. C'était des périodes où l'on avait deux robes, une robe que l'on portait et l'autre qui était sèche et que l'on remettait quand on lavait l'autre. Ces deux robes étaient des trésors. J'ai connu dans mon enfance une espèce d'émerveillement pour tout ce qui était en fait des choses très banales, mais que nous considérions à ce moment-là, à cette époque-là, comme des choses extrêmement précieuses. C'était ça la sobriété heureuse en fait. Ah mais oui, bien sûr. Pendant votre enfance, vous avez été très marqué par vos grands-parents paternels, Marie Marlin et Amédée Brumand. C'était vraiment un couple assez extraordinaire. Qui étaient-ils exactement et pourriez-vous nous raconter leur histoire? Mon grand-père et ma grand-mère n'auraient jamais dû se rencontrer. En tout cas, ils pouvaient se rencontrer, mais ils n'auraient pas été destinés à se marier, à faire ensemble une vie. Comme André et moi-même, nous n'étions pas destinés à nous rencontrer non plus. Mais pour mon grand-père et ma grand-mère, c'était un temps où les personnes qui étaient de race blanche ne se mélangeaient pas avec les femmes noires. Ils se mélangeaient, oui, mais pas pour se marier, pas pour avoir fondé quelque chose. Or, mon grand-père et ma grand-mère, ils ont fait fi de tout cela et ils ont juste voulu vivre leur amour, et c'est dans cela qu'ils m'ont donné quelque chose d'inestimable, un trésor inestimable, c'est-à-dire que j'ai bien compris que l'amour
pouvait vraiment transcender les différences, transcender également les barrières que les hommes ont tendance et ont l'habitude de mettre pour ce type de rencontre qui, somme toute, est très naturelle. Parce que quand on regarde quelqu'un et que on veut aller au-delà, on commence à le rencontrer vraiment ou à la rencontrer vraiment, c'est quelque chose d'assez mystérieux. Effectivement, beaucoup de gens ne connaissent pas ce type de rencontre d'une autre catégorie. Je dirais c'est une rencontre essentielle et ça n'est pas souvent que cela arrive. Et quand ça arrive, c'est merveilleux et ça vous permet, ça vous donne des ailes et ça vous fait, comment dirais-je, survoler toutes ces mesquineries ordinaires que les hommes ont l'habitude de vivre et d'essayer de vous faire vivre également. Amédée Brumand, il était négociant en vin, il était originaire de Bordeaux, c'est ça? Oui, tout à fait. Il était originaire de Bordeaux et il avait son commerce de vin sur les quais. Et donc, ma grand-mère est venue depuis l'île de Saint-Martin pour justement se louer, pour chercher du travail. Elle est venue en demander à mon grand-père, qui l'a accepté. Et voilà, ils se sont découverts, ils se sont aimés. Elle était bonne, en fait. Elle était bonne, elle était sa servante. Et donc, à la suite de cet amour, mon grand-père a été complètement ruiné par les siens, par son milieu, disons. Son milieu n'a pas accepté et a vécu cette union comme une sorte de trahison et de rupture de contrat secret que les groupes ethniques, je dirais ethniques entre guillemets, s'imposent. Ils étaient tellement amoureux, vos grands-parents, que votre grand-père, il faisait la lecture à votre grand-mère et vous les voyez souvent le soir passer du temps ensemble. Enfin, c'était un exemple incroyable pour vous. Complètement. Alors que ma grand-mère ne savait pas lire, et mon grand-père s'asseyait le soir quand ils avaient fini leurs travaux respectifs et il faisait la lecture à ma grand-mère et même il lui demandait son avis très souvent. Et ma grand-mère, de son côté, lui demandait si les histoires contenues dans les livres étaient vraiment exactes. Est-ce qu'elles avaient eu lieu réellement? Pour elle, la réalité, c'était en fait le plus grand des livres, la réalité. Et vous passiez beaucoup de temps avec ses grands-parents? Ah oui, je passais avec mes grands-parents toutes mes vacances scolaires. À ce moment-là, on avait 3 mois de vacances. Mes grands-parents, les parents paternels, étaient les parents de ma mère parce que ma mère était orpheline. Et vraiment, elle a trouvé en ce couple-là, Amédée et Marie Brumand, elle a trouvé de vrais parents. Ils nous recevaient et on était vraiment choyés. C'était une autre vie que celle que l'on menait à Trois-Rivières. Mes grands-parents habitaient Goyave ou Gouyave, comme on veut. Ils s'étaient installés là après le cyclone de 1928 parce que il faut dire qu'ils se sont installés sur un îlet en face de la rade de Pointe-à-Pitre pour fuir la bêtise des deux communautés, parce que de notre côté, ma grand-mère, elle recevait aussi beaucoup de critiques de la part de notre côté. Il n'y avait pas d'homme assez intéressant parmi nous que tu puisses aller maintenant te mettre avec un homme blanc et de l'autre côté, c'était la même chose. Donc ils s'étaient réfugiés dans un îlet en face de Pointe-à-Pitre où ils ont vécu donc jusqu'en 1928, date à laquelle il y a eu un cyclone particulièrement rude en Guadeloupe. Et pendant votre jeunesse en Guadeloupe, est-ce que vous alliez parfois sur cet îlet qui porte le nom de votre famille, Brumand?
Ah oui, 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 oui. Quand on allait en vacances pendant ces 3 mois, très souvent, mon grand-père a toujours gardé son bateau et de sorte que nous allions et nous emmenait les petits-enfants voir, contempler leur petit paradis perdu. Et il nous emmenait voir également des endroits qui lui étaient chers où, dit-on, il y avait un trésor qui avait été trouvé et il nous disait que bon, c'est un trésor qui avait été trouvé, il en était sûr puisqu'il avait recueilli quelques doublons. Voilà, en fait, on avait failli être riche, quoi, voilà. Mais revenons à vous, Simone Schwarzbart. Est-ce que vous aimiez aller à l'école ? Oui, j'aimais beaucoup aller à l'école puisque je retrouvais toutes mes petites amies. Ma solitude, je la rompais. J'aimais être seule, j'aimais rêver, mais aussi j'aimais également la compagnie de mes camarades de classe parce que c'est par elles que la vie de l'endroit m'était donnée. Ces enfants étaient des commentateurs de la vie des adultes, telle qu'elle se déroulait, portes et fenêtres ouvertes à tous les vents. Donc, je savais les hommes qui fréquentaient leur mère différente, les enfants qui naissaient, leur espace vital qui était rogné de plus en plus parce qu'il y avait un homme qui était supplémentaire, qui était arrivé à la maison en plus de tous les enfants, et aussi l'inquiétude de ces enfants qui se demandaient si c'était cela la vie. Si l'avenir se dessinait tel que celui de leur mère, c'était des grandes inquiétudes. Nous parlions très souvent de la manière dont on pouvait s'abstraire de tout cela, survoler tout cela, et comment, et quoi. On discutait, on philosophait, il y avait un grand cimetière derrière l'école et c'est là, cela nous servait de lieu de rendez-vous. Nous convoquions les esprits également, on les voyait, ces esprits. On était dans une autre sphère et beaucoup de choses, je les ai comprises et je les ai apprises par ces conversations que j'avais avec mes compagnes d'école. Et est-ce qu'il y a des professeurs qui vous ont marqué à cette époque ? Il y avait l'instituteur qui nous préparait pour l'examen d'entrée en 6e. Eh bien, il nous ouvrait à un autre volet de notre vie et par les lectures qu'il faisait, parce qu'il n'y avait pas de bibliothèque à cette époque-là, de sorte que c'était le professeur qui avait quelques livres et qui pouvait nous lire des histoires. Et cela vous marque parce que vous pouvez rêver de la neige alors que vous ne l'avez jamais vu. Vous pouvez rêver de marronniers, vous pouvez rêver de tas de choses à travers certaines poésies apprises et à travers également les textes que pouvait vous lire un professeur et vous ouvrir à ma foi d'autres mondes. Et cela, c'est très important de ne pas, vivant dans une île, de ne pas s'enfermer et d'oser rêver d'autre chose. Comment est-ce qu'enfant puis adolescente en Guadeloupe, vous voyiez votre avenir ? De quoi rêviez-vous en fait ? Je rêvais, je ne sais pas de quoi, je rêvais de partir, je rêvais de voyager, je rêvais de voir le monde. Je me demandais quels autres mondes il pouvait y avoir, quelles propositions différentes, quel art de vivre il y avait ailleurs. Je me projetais toujours ailleurs. Alors que j'étais dans ce tout petit village, j'étais là et j'étais bien ailleurs. Merci beaucoup Simone Schwarzbart. Nous faisons une pause et nous poursuivrons ensemble dans un deuxième épisode le récit de votre parcours. C'est un plaisir de vous entendre, Simone Schwarzbart, dans Ma Parole. Je rappelle que vous êtes romancière guadeloupéenne et de passage à Paris. Nous avons évoqué dans notre premier épisode votre enfance et adolescence en Guadeloupe. Nous avons parlé de votre mère, institutrice, et de vos grands-parents paternels qui formaient un couple très amoureux. On va maintenant évoquer ensemble votre grand amour à vous, André Schwarzbart, et votre future passion commune pour l'écriture. Vous êtes arrivé très jeune à Paris, vous aviez à peine 18 ans, et c'est là que vous avez passé votre baccalauréat. Pour quelle raison ?
Parce que ma mère voulait que je passe le baccalauréat ailleurs, elle aussi, qu'on puisse voyager toutes les deux et que je puisse à Paris recevoir un autre faisceau de lumière, les lumières de Paris. Ma mère y tenait beaucoup. Comment vous êtes-vous senti à Paris, justement, après toutes ces années passées en Guadeloupe? J'ai été très bien reçue. J'ai trouvé au lycée des amis qui étaient extraordinaires. Très, 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 très gentils, qui m'invitaient chez elles. J'allais dans le Nord, chez des amis, la famille Rousselet. Edith Rousselet était mon amie. J'allais dans le Nord, dans sa famille. Et puis, aussi, c'était l'année de philosophie et c'est une année marquante également. C'était vraiment une année très intéressante, fructueuse et j'étais très contente d'être venue à Paris pour passer cet examen. Voilà. Le 15 mai 1959, c'est un jour que vous n'oublierez jamais. Ce jour-là, vous faites la connaissance d'André Schwarzbart au métro Cardinal Lemoine Oui. à Paris. Oui. Comment s'est produit ce que vous avez qualifié par la suite de miracle? Oui, c'est vrai que ce jour-là, j'ai trouvé un homme disponible, ouvert. Je pense que on se serait rencontrés peut-être avant, peut-être que ça serait différent. Mais là, il venait de déposer au seuil le manuscrit du Dernier des Justes et il était à prendre le frais à la sortie du métro Cardinal Lemoine, quand moi-même je me trompe de sortie et que je cherche également un bureau pour demander un duplicata d'une pièce, voilà. Bon, donc il voit bien que je cherche mon chemin. Comme quoi il faut se perdre pour peut-être se trouver, mais voilà, il arrive et il me parle en créole et cela, ça a été déterminant aussi, le fait qu'il m'adresse la parole en créole, alors que jusque-là, depuis mon arrivée, je n'avais pas entendu ma langue. Donc vraiment, c'était quelque chose de très important pour moi que d'écouter ce jeune homme qui semblait d'un autre temps d'ailleurs. Complètement, ça ne correspondait pas du tout à l'image que l'on peut se faire d'un jeune homme qui moderne, etc. Il semblait d'un temps révolu, je dirais, mais avec cette façon de parler très lente, etc. Et on a été donc tous les deux récupérer ce papier et puis il m'a proposé de prendre un café. On s'est assis. C'était aussi la première fois que je m'asseyais avec un homme, seul, dans un café en plus. Mais il m'a dit également qu'il ne fallait pas peut-être boire ce café parce que il n'avait qu'un franc en poche et les cafés coûtaient 45 centimes et plus le pourboire. C'était juste ce qu'il avait. Et donc, on a commencé à parler, à discuter. Il m'a dit qu'il venait justement de déposer ce manuscrit. Il a commencé à me parler de son histoire. Et je n'avais jamais entendu parler de juifs. Je ne savais pas. Pour moi, c'était le peuple de la Bible. Et il n'y en avait plus. Et donc, j'étais complètement fascinée par toute cette histoire qui me venait et qui me revenait indirectement. La mienne, donc, me revenait au fur et à mesure qu'il me disait la sienne et j'étais complètement bouleversée. Comment se fait-il qu'il parlait créole, André Schwarzbart? Il parlait créole parce qu'il avait beaucoup d'amis créoles, beaucoup d'amis. Il avait notamment Édouard Glissant comme ami. Il avait beaucoup d'autres amis. Et au premier congrès, au deuxième congrès des écrivains noirs, il était à côté de Béville, à côté de tous les autres également. Ça l'intéressait, cette histoire, parce que justement, tous ses amis n'avaient de cesse
aussi de se référer à cette période ancienne de l'esclavage. Et cela, c'était dans la Bible. Dans la Bible. Voilà, lui aussi, le peuple juif, évidemment, est un peuple issu de la même brûlure. D'ailleurs, quand Armstrong dit « Let my people go », également, il fait référence à cela. C'est une histoire humaine qui est en résonance. Ce sont deux histoires qui sont en résonance l'une avec l'autre. Lors de cette première rencontre en 1959 avec André Schwarz-Barth, que vous a-t-il dit, lui, de sa propre histoire ? Pas grand-chose. Il m'a dit que justement tout son peuple avait été exterminé, une grande partie de son peuple, et que les siens, père, mère, frères, tantes, n'étaient jamais revenus non plus, et que il avait été très souvent au Lutetia, même après que les listes soient closes, dans l'espoir de les voir ressurgir, mais que bon, voilà. Donc tout de suite, cette histoire m'a tellement, comment dirais-je, pénétré que immédiatement, j'ai senti que je faisais moi-même partie de cette histoire immédiatement, et que moi aussi, j'avais été en errance dans le désert avec tout ce peuple, et j'ai repris immédiatement l'histoire. Dès lors qu'on s'est rencontrés, nous savions implicitement que lui devenait un marane et un marron, et que moi je devenais une marronne aussi de mon histoire, et que c'est cette histoire-là, ces deux histoires n'en faisaient qu'une en réalité, une troisième. Quelques mois après votre rencontre, en 1959 toujours, André Schwarz-Barth s'est vu décerner le prix Goncourt pour son premier roman, Le Dernier des Justes. Il n'avait que 32 ans. À ce moment-là, vous étiez inscrite en première année de droit à l'université, et vous étiez heureuse pour lui ? Oh là là, vous savez, je ne savais même pas ce que c'était qu'un prix Goncourt à l'époque, mais je savais que c'était quelque chose. Je voyais bien par tout le tapage médiatique qui était fait autour de cela que c'était quelque chose de très important, et que c'était beaucoup plus qu'il n'attendait. Il n'a jamais parlé de cela, bien sûr, mais il m'avait juste dit que s'il avait un lecteur pour ce livre, il serait heureux. De sorte que quand j'ai entendu qu'il avait eu ce prix, j'ai pensé par-devers moi qu'il aurait certainement bien plus que lecteur. Voilà. L'accueil du Dernier des Justes n'a pas été simple. Il y a eu des critiques de la communauté juive et des communistes qui ont beaucoup affecté André Schwarz-Barth, qui lui-même avait été résistant, communiste. Malgré tout, vous êtes mariés en 1961, tous les deux. Et là, vous avez commencé un long compagnonnage qui a commencé à Paris, puis à Dakar. C'était important pour vous deux d'aller vivre au Sénégal ? Oui, c'était très important. Aussi bien pour moi que pour lui. C'était l'époque des indépendances africaines, et on attendait tout de cette période. On pensait que l'Afrique allait enfin révéler tout ce passé fastueux qui avait été le sien avant la colonisation, avant justement aussi cette espèce de rapt de cette population pour les emmener aux Amériques, pour emmener toutes ces personnes du continent en Amérique à travers ce commerce triangulaire dont tout le monde sait à quoi il a abouti, à cette période aussi pour nous très sombre. Donc le fait d'aller en Afrique, c'était très important pour nous à cette époque-là. Et puis, en fait, également, pour d'autres raisons, je pense que il fallait que André puisse également expérimenter l'Afrique, puisque il avait commencé son cycle noir, cette saga. Donc, il fallait bien qu'il puisse aller
justement en Casamance, qu'il puisse voir par lui-même cette population d'Iola dont il devait parler dans ce texte de la mulâtresse solitude qu'il a signé de sa seule plume. Donc voilà pourquoi il était important que nous puissions venir en Afrique, mais aussi parce que je voulais que notre premier fils naisse en Afrique. Je ne sais pas pourquoi, mais tout simplement parce que je pensais que c'était bien de revenir en Afrique et d'offrir le premier-né à cette terre africaine. Voilà. Et le premier-né, c'est Jacques? C'est Bernard. Bernard et Jacques portent les noms des deux frères d'André qui ont disparu dans les camps de concentration. André Schwarzbart, votre mari, vous a beaucoup encouragé à écrire et avec lui, vous avez signé Un plat de porc aux bananes vertes. Ce roman, sorti en 1967, donne la parole à Mariotte, une vieille martiniquaise abandonnée dans un hospice à Paris et qui se souvient de son île natale. C'est le premier roman dans lequel vous avez évoqué tous les deux l'histoire de l'esclavage. Comment avez-vous réussi à écrire ensemble, à quatre mains ? Vous savez, il y a des choses qu'il ne faut pas expliquer. Et moi, je ne saurais pas vous l'expliquer. Ce sont des moments de grâce, ce sont des lignes de crête sur lesquelles on s'aventure, qui sont très dangereuses. En tous les cas, je ne pourrais pas expliquer ce qui est inexplicable. On l'a fait, ça suffit, et je ne vous en dirai pas davantage. Après l'Afrique, la Suisse, vous avez décidé de vous installer en Guadeloupe et c'est là que vous avez imaginé et écrit votre grand roman, le plus connu en tout cas, Pluie et vent sur Télumé Miracle. Ça se passe après l'abolition de l'esclavage, c'est le récit d'une vie dure, celle de Télumé qui s'use dans les champs de canne à sucre et qui, chassée par un mari alcoolique, affronte l'existence avec malgré tout une sacrée dose d'optimisme. Télumé, ce personnage, vous l'avez rencontré dans votre enfance. Qui était-elle et pourquoi vous a-t-elle donné envie d'écrire ? Vous savez, il y a des personnes qui, à elles seules, représentent un pays. C'est-à-dire que c'est une femme qui avait ceci, elle était en phase avec toute sa communauté, étant donné qu'elle était un peu sorcière, qu'on venait la voir, qu'on déposait des paniers de peine dans sa robe et qu'elle pouvait justement guérir les gens de leurs peines, de leurs blessures. Panier de peine ? Un panier de peines humaines. C'est une image, quoi. Des paniers de chagrin, de maux de toutes sortes que l'on déversait dans ses oreilles, dans son cœur, dans son âme. Et en fait, son grand talent, c'était justement de pouvoir recevoir toutes ces avanies et de pouvoir en décharger les humains pour leur permettre de continuer la vie. Donc, elle m'en parlait. Elle me parlait de toutes ces personnes et de leur vie. C'est la vie des humains, tout simplement, qui se déroulait dans cette petite case où elle les recevait et où ils parlaient. Elle ne faisait pas autre chose qu'un travail de psychanalyste, je pense, aujourd'hui. Et elle les soulageait, elle les aidait, mais elle était encore davantage. C'est-à-dire qu'elle avait le don de guérison. Elle connaissait les plantes, elle savait les différentes propriétés et elle pouvait en faire des sirops, des breuvages, des massages, des enveloppements, des ventouses. Elle procurait aussi aux humains qui venaient la visiter aussi bien un bien-être physique qu'un bien-être de l'âme. Donc elle connaissait les gens. Et quand elle me parlait des personnes, c'était une espèce d'appareil radiographique qui avait capté l'âme et la vie de ces personnes, et quand elle me les rendait, quand elle me les racontait, elle me chargeait moi-même. Parce que c'est vrai que quand on est jeune et que on ne fréquente pas forcément les gens des environs,
si quelqu'un ne vous passe pas les informations, si quelqu'un ne vous initie pas à la vie telle qu'elle se déroule autour de vous. Vous êtes une petite fille avec une maman qui a le souci de faire avancer les enfants autour d'elle, et vous avez soif de connaître la vie de cette île, parce que vous ne l'avez pas, cette vie, à travers votre mère, par exemple. Donc là, elle m'a donné mon pays. Ça, c'est parce qu'elle-même était le pays. Elle était le pays parce qu'elle le cultivait, elle était cultivatrice, elle était en même temps coupeuse de canne, elle était amareuse de canne, elle connaissait également la musique de chez nous, le gros cas, et elle m'en parlait, et elle dansait devant moi. Elle était vraiment un pays tout entier. Et quand elle est morte, je me trouvais en Suisse à ce moment-là, et j'ai senti que, perdant cette femme, je perdais mon pays. Si je n'arrivais pas à la ressusciter, à la refaire vivre, à lui redonner aussi peut-être ce qu'elle m'avait raconté et aussi ce qu'elle ne m'avait pas raconté. Quelque chose d'autre que moi-même j'avais senti et que j'avais compris. Il fallait que je restitue tout cela, et c'est ainsi que je me suis mise à ce roman. Ah, c'était vraiment un personnage de roman, cette Télumé que vous aviez rencontrée dans Oui. votre jeunesse en Guadeloupe. Pluie et vent sur Télumé Miracle a reçu le Grand Prix des lectrices du magazine Elle en 1973. Vous étiez heureuse, Simone Schwarz-Bart, d'être parvenue à écrire un roman toute seule qui rencontre un tel succès public ? J'étais contente d'avoir écrit tout simplement ce roman. Un tel succès, pour moi le succès c'était de l'avoir écrit, d'avoir été jusqu'au bout de mon récit. C'est cela en fait, mon grand couronnement, c'est de l'avoir fait, tout simplement. Merci beaucoup Simone Schwarz-Bart. On se retrouve très vite pour évoquer ensemble La Mulâtresse Solitude et ces héroïnes qui ont beaucoup compté dans votre vie avec André Schwarz-Bart. Let my people go. Now when Israel was in Egypt land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand. Let my people go. So the Lord said, go down. Go down. Moses. Moses. Way down in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go. Let my people go. So Moses went to Egypt land. Let my people go. He made old Pharaoh understand. Let my people go. Yes, the Lord said, go down. Go down. Moses. Moses. Way down in Egypt land. Tell them Pharaohs to let my people go. Let my people go. Simone Schwarz-Bart, après Le Dernier des Justes d'André Schwarz-Bart, Un plat de porc aux bananes vertes écrit à 4 mains, et Pluie et vent sur Télumé Miracle, votre best-seller, que nous avons évoqué dans notre 2e épisode, il est temps de s'intéresser à la figure de la mulâtresse Solitude, car ce personnage, qui fait désormais partie de l'histoire de la Guadeloupe, c'est votre mari, André Schwarz-Bart, qui lui a donné corps et vie dans un roman sorti en 1972. Comment avez-vous découvert tous les deux l'histoire de cette femme née esclave, conçue dans un bateau négrier et qui va lutter contre le rétablissement de l'esclavage en 1802 par les troupes napoléoniennes au point d'y perdre la vie en étant pendue? Vous m'associez à ce roman, or il me concerne totalement mais différemment. C'est André qui, justement, il a lu dans un livre d'histoire
3 lignes concernant la mulâtresse Solitude. Une femme qui s'appelait la mulâtresse Solitude et qui était engagée contre les troupes napoléoniennes venues rétablir l'esclavage. Donc, ces quelques lignes l'ont bouleversé, non pas par le signalement de cette résistante, mais par le nom de cet esclave qui s'appelait Solitude. Il en a été bouleversé et c'est ainsi que cette héroïne a commencé à prendre corps. Cependant, il est bien évident que Solitude, il y a dans la vie des peuples des mythes fondateurs. Et les mythes fondateurs, il faut bien qu'ils soient écrits par un romancier. Le romancier de ce mythe fondateur, ça a été André Schwarzbart, qui lui a construit une biographie avec justement une date de naissance, avec un lieu, avec une histoire tout simplement. Et c'est en cela que ce personnage, la fiction devient l'histoire. Et parce que tout simplement, il y a tout un peuple qui attend son histoire, qui attend, comme dans beaucoup de civilisations, il faut toujours qu'il y ait un commencement. Césaire disait d'ailleurs, il nous faut plus qu'un commencement. Il nous faut une histoire. C'est l'histoire de la mulâtresse Solitude qui brusquement révèle à toute une population la résistance, la gloire de n'avoir pas accepté cette nouvelle mise en esclavage que voulait emmener le cher grand Napoléon. Et il y a donc toute cette période de résistance, d'héroïsme dans les bois de Goyave, dans les bois de Matouba, où il y a le capitaine, le fameux héros également d'Elgrès, le héros de la résistance guadeloupéenne avec Solitude, bien sûr. Mais là où c'est quelque chose de poignant, c'est que Solitude a une histoire. Elle commence avec sa mère, qui est Bayane Goumé, qui vit en Pays d'Iola et qui est raptée, emmenée dans un bateau négrier où elle subit le viol d'un marin qui la rend enceinte. Et quand le bateau arrive en Guadeloupe, depuis l'Afrique, la mère Bayane Goumé est enceinte de Solitude et c'est cette petite enfant qui naît et que sa mère ne reconnaît pas parce que c'est l'enfant d'un viol, mais qui n'a de cesse d'être fidèle à sa mère, à son histoire, et c'est ainsi qu'elle se retrouve avec cette troupe de Delgrès jusqu'à ce que à Matouba, c'est un lieu, une montagne de Guadeloupe, eh bien, ils sont harcelés par les troupes de Napoléon et là, ils décident de mettre le feu à l'habitation qui les abrite et il y a cette espèce de grande explosion où Solitude est blessée, elle est enceinte et on l'emprisonne et elle donne naissance alors à son enfant et le lendemain, elle est pendue. Comment votre mari a-t-il procédé pour justement donner une biographie à la mulâtresse Solitude? Mais comment a-t-il procédé pour donner toute cette biographie au juste du dernier des justes? C'est l'imagination d'un homme, c'est son engagement dans une certaine histoire, je ne saurais pas vous dire comment il a procédé, mais il l'a fait, voilà. Et il l'a fait tellement que tout un peuple se reconnaît dans cette histoire. Quand le roman La mulâtresse Solitude est sorti en 1972, l'accueil, notamment en Guadeloupe, a été assez froid. Est-ce que c'est le fait que votre mari était blanc ou bien à ce moment-là, on n'avait pas envie d'entendre parler de l'esclavage? Non, il lui a été contesté le fait de pouvoir parler, lui, un blanc, d'une histoire noire. Voilà le procès qui a été fait à l'époque. Mais maintenant, Schwarzbart, je ne sais pas s'il est considéré comme un Antillais. En tous les cas, le roman qu'il a offert à ce peuple est accepté aujourd'hui
Et quand on parle de Schwarzbart en Guadeloupe, on parle justement de l'auteur de La Mulâtresse Solitude, l'auteur du roman national. Malgré tout, dans ce flot de critiques, à l'époque, vous avez reçu une très belle lettre de Léopold Sédar Senghor au sujet de La Mulâtresse Solitude. Mais est-ce que le mauvais accueil aux Antilles, à cette époque, en 1972, de ce roman, a plongé votre mari André Schwarzbart dans un état dépressif? Il ne voulait plus écrire. Peut-être pas dans un état dépressif, mais dans un état de réserve. C'est-à-dire que, tout simplement, il a pensé que c'était un livre qui n'avait pas sa raison d'être. Et il a pensé qu'il ne fallait pas publier, qu'il continuerait d'écrire et qu'il a écrit sans cesse et sans arrêt, mais qu'il n'a jamais plus publié. Et ce silence assourdissant d'André me pèse chaque jour davantage, même aujourd'hui encore, parce que réduire un écrivain au silence, c'est très grave. Aujourd'hui, la Mulâtresse Solitude figure dans les livres d'histoire. Plusieurs statues la représentent en Guadeloupe et depuis peu à Paris, place du Général Catroux, dans le 17e arrondissement. Ça vous fait plaisir malgré tout, cette reconnaissance tardive? C'est tout simplement une grande couronne pour cet homme. Il n'est pas là pour la recevoir, mais je pense que quand même, les étoiles le lui diront. Parce que vraiment, cette reconnaissance, pas seulement cette statue à Paris, il y a à Bagneux une très belle statue de la Mulâtresse Solitude, il y a au boulevard des Héros une statue de la Mulâtresse Solitude en Guadeloupe, il y a des écoles Solitude, il y a des tas d'endroits qui portent le nom. Et il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est que j'étais dans une file à la banque, dans une file d'attente, et il y avait une petite fille et sa mère qui étaient devant moi, et c'était une petite fille qui était remarquablement belle, et je demande à la maman, comment s'appelle votre petite fille, je peux savoir? Et elle répond, dis à la dame ton nom. Et la petite fille me regarde et me dit, je m'appelle Solitude. Ça, si ça n'est pas une reconnaissance, c'est quelque chose qu'il aurait beaucoup aimé entendre, André Schwarzbart. Vous avez écrit de votre mari que, comme votre mère, ils appartenaient à la tribu des inconsolables et qu'à 17 ans, il se sentait coupable de vivre car toute sa famille, ou presque, avait été exterminée dans les camps de concentration. Mais vous ne vous êtes jamais laissé abattre. En 1979, vous avez publié un nouveau roman, Tigeant l'horizon, et puis vous avez monté un commerce de meubles créoles, le Tim Tim, à Pointe-à-Pitre. Qu'est-ce qui vous a décidé? Ce qui m'a décidé, c'est un patrimoine créole très riche qui s'en allait. Il y a un mobilier créole qui parle justement de l'art de vivre de ce milieu créole et qui a été complètement décimé. Les gens ne l'ont plus reconnu. Ils ont voulu prendre des meubles en plastique à la place, etc. Et les très beaux meubles créoles avaient disparu. Et cela, chez mon grand-père, il y en avait de très beaux. Alors, à ce moment-là, j'ai décidé d'ouvrir une boutique d'antiquités créoles. Et je m'en trouve fort aise jusqu'à la journée d'aujourd'hui parce que ce sont des meubles qui sont chargés d'histoire. Les lits à colonnes, pourquoi est-ce qu'ils sont à ces hauteurs, aussi haut, pour laisser passer le vent, etc. Il y a une histoire du meuble créole qui est une façon de raconter la manière dont les gens ont complexifié, ont apporté aussi eux-mêmes et ont bâti la vie créole à partir de cela, à partir de la nourriture également. Il y a des tas de choses qui s'en vont et qu'il faut garder. Voilà pourquoi j'ai aimé faire cette boutique créole d'antiquité et également de vêtements créoles anciens que l'on m'emmenait et que j'exposais.
si vous voulez. Ça aussi, ça manque chez nous, ça a manqué chez nous. Il y a toute une partie de la mémoire de ces îles qu'il fallait reconstituer, et c'est en cela que cette boutique d'antiquités créoles a été pour moi un très beau moment. Après les meubles, vous avez ouvert une table d'hôte sur l'îlet Brumand de vos grands-parents. Vous aviez promis de redonner vie à ce lieu. Vous vous êtes mise en cuisine sans aucune difficulté. Et c'était joyeux pour vous cette période. On était dans les années 80, je crois. Oui, c'était une période où la musique créole aussi n'était pas, comment dirais-je, comme on dit en créole, les gens avaient bu de l'eau d'oubli. C'est-à-dire qu'il faut savoir qui on est. Et pour savoir qui on est, il faut avoir sa propre musique, il faut avoir sa cuisine identitaire, parce que quand je suis arrivée, il y avait des McDo, il y avait des pizzerias, il y avait toutes sortes. Il faut qu'il y en ait également. Je ne dis pas qu'il faille ne rien avoir comme autre cuisine, mais la cuisine antillaise avait disparu, également la vraie. De sorte que j'ai aimé ouvrir une table d'hôte sur cet îlet et proposer une nourriture identitaire avec les vrais plats créoles préparés à l'ancienne. Et les gens, je dois dire, étaient très, très, très heureux parce que on a eu beaucoup de clients, peut-être un peu trop, mais accompagner chaque fois ces repas, puisque il n'y a pas de fête chez nous sans musique. De sorte que, effectivement, il y avait de la musique, mais de la musique créole, des biguines, des mazurkas et des gros cas. En 2006, votre mari André Schwartzbart est décédé à l'âge de 78 ans. Pendant de nombreuses années, il n'a pas cessé d'écrire, mais ne souhaitait plus être publié, vous l'avez dit. C'était douloureux pour vous de le voir ainsi écrire et de jeter ses brouillons au fur et à mesure ? Ah, c'était plus que douloureux. Et jusqu'à présent, ce sont des brûlures qui sont indélébiles. Voir un homme comme cela déchirer ses brouillons, déchirer ses pages, ou brûler, ou jeter aux ordures, c'est très 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 dur. En tous les cas, il est resté suffisamment d'archives qui, en ce moment, se trouvent à la Bibliothèque nationale, et il y a des chercheurs qui font paraître différents articles sur tel ou tel volet de l'œuvre, et de plus en plus, il y a également des équipes qui se constituent, et il y a des tas d'aspects, et cela finit par former également une œuvre qui va peut-être paraître dans sa totalité. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui se passe parce qu'il y a de jeunes chercheurs qui sont intéressés, qui font vraiment un travail d'apparition de ce que l'homme avait eu de son vivant, et apparition de ce qu'elle ou il, c'est ce groupe de travail, trouve et interprète. C'est ce qu'il voulait. Il voulait peut-être, il est arrivé à ses fins, il voulait peut-être que tout ce travail qu'il avait fait en silence voit le jour par d'autres yeux, par d'autres chercheurs, par d'autres personnes. Et cela, c'est assez extraordinaire parce qu'il avait même une espèce de volonté de l'œuvre anonyme. Ce n'était pas quelqu'un qui avait soif de notoriété, non, c'était quelqu'un qui avait soif de vérité, qui avait soif de rechercher à travers toutes les injustices humaines diverses et variées dans toute la planète, et c'est cela qui constitue la saga antillaise. Chaque fois, cette espèce d'œuvre planétaire où l'héroïne voyage à travers les différentes parties de la Terre, et chaque fois découvre les mêmes injustices, les mêmes et un peu différentes, un peu autres. Voilà, c'est cela en fait, son tour. Malgré tout, donc, il a laissé de nombreux écrits et avec l'aide de chercheurs, vous êtes parvenu à reconstituer son œuvre. Vous avez fait paraître L'Étoile du matin
en 2009 et en 2015, L'ancêtre en solitude, co-signé avec lui, et Adieu Bogota en 2017. Ces 2 derniers romans constituent la suite du cycle de romans antillais entamé avec Un plat de porc aux bananes vertes et avec pour personnage central Mariotte, qui est la descendante directe de la mulâtresse Solitude. Après avoir donné vie à Solitude, André Schwartzbart et vous lui avez créé une descendance. C'était important que ces romans soient publiés, même s'il n'était plus là, André Schwartzbart, pour les voir publiés. C'est très important parce que il y a beaucoup de penseurs de la créolité, mais l'histoire de la créolité, comme l'histoire de la mulâtresse Solitude, elle a sa statue parce qu'elle a une histoire. Eh bien, l'histoire de cette descendance et donc du monde créole en mouvement et en constitution se décline avec les différentes facettes et les différents volumes que nous faisons paraître au fur et à mesure. On a beaucoup parlé de vos romans, de votre mari, de ses difficultés à faire face aux critiques, mais dans ce tumulte, vous avez trouvé un havre de paix avec une maison à Goyave, La Souvenance, où vous avez trouvé refuge et qui a reçu le label en 2012 de Maison des Illustres. Est-ce que vous y vivez toujours ? Non. Je vis dans la maison de ma mère, de mes parents, qui se trouve à côté de la maison La Souvenance. Cette maison s'appelle La Souvenance parce que au départ d'André, elle s'appelait d'abord Canapé Vert parce que elle est dans un écran de verdure. Mais dès lors qu'André est parti, eh bien, je l'ai appelée La Souvenance parce que il y a là dans cette maison les 2 histoires qui se parlent, qui se rencontrent et qui se lisent. C'est aussi une maison où nous recevons bien souvent des écrivains. Nous faisons aussi une programmation culturelle très riche. Aussi bien, il y a des concerts, il y a des expositions de plasticiens, de sculpteurs. Enfin, il y a toujours quelque chose d'intéressant à voir à La Souvenance. Et nous avons reçu également le prix de la Fondation du patrimoine cette année-ci. Il y a d'ailleurs un roman d'Ernest Pépin qui se nomme La Souvenance et qui évoque votre histoire avec André Schwartzbart. Voyez comment maintenant toute une population est quand même dans la générosité, parce que c'est beau ce que Ernest Pépin a fait, c'est-à-dire que il m'a dit je fais ce livre pour réhabiliter tout ce qui aurait dû revenir à André, pour le dire, pour le montrer, parce que cette histoire m'a beaucoup construit, m'a beaucoup apporté. Et puis, il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'autres témoignages qui me prouvent qu'aujourd'hui, c'est une histoire qui est nécessaire et qui fait partie, donc, de cette histoire de la créolité qui est en train de se construire. Pour conclure cette émission, Simone Schwartzbart, avec quelle chanson souhaitez-vous que l'on se sépare et pour quelle raison ? Eh bien, je voudrais que ce soit une chanson de Satchmo qui parle d'un orphelin, parce que je me sens orpheline quelquefois sans cet homme-là. Donc, sometimes I feel like a motherless child. Merci beaucoup. Simone Schwartzbart. À la prise de son aujourd'hui, c'était Bruno Dessommes. Je vous dis à tous, chers auditeurs de Ma Parole, à bientôt. Et encore un grand merci à vous, Simone Schwartzbart. Merci à vous, Cécile. C'était un moment très fort pour moi. Merci.
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long ways from home. A long ways from home. True believer, a long ways from home. A long ways from home. Yes, sometimes I feel like a motherless child. Why? Why? 'Cause nothing ever happens. Nothing. Well, nothing good. So what's good? Well, you know, have a ball, man. You sick? No. Hungry? No, man. I just had myself a whole mess of black-eyed peas and rice. See what I mean? I dig. I am a long ways from home. But things could be worse. Sure could.